podcast ici. Nous sommes le 15 septembre 1945 à Orgland, en Normandie. Orgland, c'est un tout petit village de 350 habitants en plein cœur de la Manche. Et c'est ici que 4 ans après leur mort, Pierre de Voissou et Jean Magloire d'Orange vont enfin être dignement inhumés, ensemble, dans la même tombe. Pierre de Voissou, c'était un Parisien, mais très connu à Orgland depuis tout petit. Il a passé toutes ses vacances ici, chez sa tante. Et tout le monde l'aimait, Pierre. Il était beau, enjoué, fougueux, sportif et surtout très déterminé. Il en a épaté plus d'un en remportant les courses cyclistes du village. Quand il est mort, le choc a été immense. Les habitants sont donc présents, au cimetière, aux côtés de ses proches et de ceux de Jean Magloire d'Orange, son fidèle ami, un aviateur comme lui. Les mines sont graves, c'est le moment où le travail de deuil va commencer pour ces jeunes hommes. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leurs amis. La voix que vous entendez, c'est celle d'Isabelle Neuschwander. Elle est la fille de Louis de la Bruyère, un copain très proche de Pierre de Voissou et Jean Magloire d'Orange. C'est même plus qu'un copain, c'est un compagnon de lutte. Pendant la guerre, ils se sont opposés aux Allemands et au régime de Vichy. Alors ce samedi pluvieux de septembre 1945, Louis est bien évidemment là, au cimetière d'Orgland, pour enterrer ses camarades. D'ailleurs, tout le monde est là. Des élus, des officiels et surtout les copains, en tête de cortège. Solennels, ils avancent doucement, gerbes de fleurs dans les bras, le long du muret du cimetière. Ce petit mur, il est encore debout et c'est presque un miracle. Parce qu'à quelques mètres de là, l'église est en grande partie détruite et de l'autre côté de la route, les bâtiments sont en ruine. Le village, comme beaucoup d'autres en Normandie, a été dévasté lors de sa libération en juin 1944. Comme le veut la tradition à cette époque, les hommes marchent devant, les femmes derrière, avec leur parapluie. Aujourd'hui, 2 héros de la résistance, les jeunes d'Orange et de Voissou, Le maire Émile Le Danois est très ému quand il prend la parole. sauvagement assassinés par les barbares, sont conduits au repos définitif et glorieux par leurs parents, leurs amis, leurs camarades en larmes. Il me semble, dans le recueillement de l'heure actuelle, les entendre nous dire « Ne pleurez pas. Nous sommes morts, c'est vrai, mais qu'importe notre mort puisque nous sommes morts pour que la France vive. » La résistance, c'est accepter la mort. C'est accepter que l'on peut mourir. C'est vrai, ils savent, du moins pour la plupart, que la tentative risque de se terminer par la mort. Mais dans la réalité, dans l'esprit de ces jeunes hommes, résister, c'est vivre en fait. Pendant des années, Isabelle Neuschwander, ancienne directrice des Archives nationales, a vérifié toute l'histoire que lui a racontée son père, Louis de la Bruyère. Car oui, elle a pris le soin, quand il était encore temps, de recueillir sa parole. Cette parole, elle la savait rare, car Louis, vous allez le découvrir assez rapidement, n'est pas un homme facile et prompt à se confier. Il lui a fallu beaucoup de temps avant d'accepter de parler à sa fille. C'est grâce à elle que je vais vous raconter cette histoire. Mes jeunes amis, devant vos tombes, nous entendons votre appel suprême. Nous jurons de nous souvenir et nous vous promettons d'être dignes demain de vous et de tous ceux qui sont morts hier pour la France et la liberté. This is London. Je m'appelle Fanny Borel, je suis journaliste en Bretagne à Issy-Armorique et je vous emmène à la découverte de l'incroyable et tragique aventure des 15 résistants du Buhara. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Un périple hors du commun qui traverse la guerre et qu'Isabelle Neuschwander a documenté grâce aux témoignages précieux de son père qu'elle a enregistré en 1987. L'Odyssée du Buhara, notre bateau, les vaillants français, tout le monde dans le coin en Bretagne connaissait ce qui nous était arrivé. Ce document sonore unique et exceptionnel, elle a accepté de nous le confier, vous allez l'entendre dans ce podcast. Mais Isabelle Neuschwander est aussi archiviste et historienne. Elle a donc réalisé un travail de fourmi pour reconstituer cette histoire. Une histoire de courage et d'amitié, celle de 15 résistants de la première heure,
déterminés à rejoindre l'Angleterre pour sauver leur pays, et qui ont vu leurs rêves et leur destin se briser dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'en sont pas moins de véritables héros. Il sera formé immédiatement, ici, une force française, terrestre, navale, aérienne. La fin approche, je voudrais pas que ce soit la mienne, mais seulement la fin d'ailleurs et que je puisse en profiter. Et nous vous promettons d'être dignes demain de vous et de tous ceux qui sont morts hier pour la France et la liberté. Vous écoutez l'Odyssée du Buhara. Épisode 1, refuser l'armistice. Notre histoire commence en septembre 1939, 6 ans tout juste avant l'enterrement à Orglandes de Pierre de Voissou et Jean Magloire d'Orange. Nous sommes cette fois en Bretagne. La France et le Royaume-Uni viennent d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Le sergent-chef Jean Magloire d'Orange, instructeur à l'école de pilotage de Saint-Brieuc, est chargé d'accueillir les nouveaux élèves. Mais autant vous dire qu'il préférerait 1000 fois être ailleurs. Il est très frustré de ne pas avoir été envoyé au combat. L'armée en a décidé autrement. Elle a préféré l'affecter à la formation des futurs aviateurs. Jean Magloire d'Orange, 28 ans bientôt, est issu de la haute société bretonne. Mais il ne choisit pas le chemin qui lui est tout tracé. Sa famille le voit comme un original. Alors que ses 2 frères aînés ont intégré la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, lui a choisi de s'engager dans la nouvelle armée de l'air, tout juste créée en 1936. Grand, svelte, il en impose immédiatement par son allure et son charisme. Les jeunes élèves pilotes qui arrivent sur la base au fur et à mesure de l'automne 1939 sont séduits. À commencer par 2 copains envoyés là ensemble, Pierre de Voissou et Louis de la Bruyère, le père d'Isabelle Neuschwander. Louis est un jeune homme grand pour son époque. Il est très svelte. Ce qui frappe, c'est une allure, je ne peux pas dire assez aristocratique, mais un petit peu. Plus tard, dans l'armée de l'air, son surnom, ce sera le Marquis. C'est un homme très fier et très orgueilleux. Pierre de Voissou, c'est un jeune homme, je dirais, solaire. Il est blond, aux yeux bleus. C'est un jeune homme heureux, entreprenant. Les 2 amis sympathisent très rapidement avec 7 autres nouveaux élèves en cet automne 1939. Vous apprendrez à en connaître certains au fil de ce récit. À ce stade, retenez avant tout qu'avec Louis de la Bruyère et Pierre de Voissou, ils forment un noyau dur, extrêmement soudé autour de leur chef, Jean Magloire d'Orange. Ils ont globalement 18 ans et ne sont pas encore mobilisables. Ce qui les rassemble, c'est leur passion pour l'aviation, sachant qu'ils viennent de milieux et de formations différentes. Louis et Pierre de Voissou sont parisiens, même si Pierre de Voissou a des attaches dans la Manche. Ils se destinent dès l'origine à une carrière militaire. Les autres sont des jeunes hommes, la plupart bretons et d'Ille-et-Vilaine, mais ne se destinent pas à une formation militaire. Ils sont de milieux modestes en général, père pêcheur, mère couturière, et ils se sont formés à l'aviation dans ce qu'on appelle les sections d'aviation populaire. C'est un système qui a été imaginé pour démocratiser l'aviation et la formation est littéralement gratuite. Et ils se retrouvent tous à Saint-Brieuc sous les ordres de leur instructeur Jean Magloire d'Orange. Ces 10 aviateurs-là se sont trouvés et c'est le début d'une grande amitié. Ils sont parfois dans les mêmes chambrées, ils déjeunent ensemble, ils apprennent à voler ensemble. Ils vont aussi, ils ont des moments de repos, ils vont se promener. Ils se prennent beaucoup en photographie. C'est la guerre, mais ils sont heureux de voler. Mais dès la mi-mai 1940, les élèves pilotes sont obligés de quitter l'école de Saint-Brieuc. Car rien ne va plus, c'est la débâcle face aux Allemands. L'école doit fermer et le petit groupe de copains est dispatché un peu partout pour essayer de continuer sa formation. Louis de la Bruyère et Pierre de Voissou sont envoyés ensemble sur la base aérienne d'Agen. C'est là qu'ils apprennent la capitulation de la France. Le 17 juin, le maréchal Pétain, nommé chef du gouvernement la veille au soir, s'adresse à la nation. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France, sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires. C'est le cœur serré
que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. 5 jours plus tard, l'armistice est signé. Personnellement, moi, j'ai pas admis l'armistice. C'est un choc pour Louis de la Bruyère. Il le raconte à sa fille qu'il l'enregistre sur un petit magnétocassette pendant l'été 1987. Je considérais que je reprends pas les paroles du général de Gaulle, dont d'ailleurs je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin, ce qui m'avait pas empêché de penser à l'époque qu'il fallait continuer le plan Angleterre, parce que non pas que je sois anglophile non plus, mais je sentais, j'avais le pressentiment que de toute façon, eux étant d'abord une île, et connaissant leur façon d'agir et leur mentalité, qu'ils résisteraient, et je subodorais que certainement, un jour ou l'autre, les hostilités ne resteraient pas là et que l'Amérique forcément entrerait dans le coup. Alors l'armistice pour Louis, c'est un cataclysme. Il écrit une phrase telle que d'espoir tombe ce jour. Et c'est la même chose pour les autres jeunes hommes. C'est ce qui les distingue, car ces jeunes hommes sont finalement parmi les premiers résistants. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui décident de dire non. 300 pilotes français vont rejoindre l'Angleterre à cette époque. C'est inacceptable pour le gouvernement de Vichy. Le ministre de l'Air menace les déserteurs de lourdes représailles contre leurs familles. Mais les 2 élèves aviateurs, Louis de la Bruyère et Pierre de Voissou, sont déterminés. Très vite, ils élaborent un plan. Ils veulent voler un avion sur la base aérienne d'Agen et rejoindre Gibraltar, ce minuscule territoire britannique à l'extrême sud de l'Espagne. Mais la veille de tenter leur chance, les avions sont immobilisés. Des pièces mécaniques sont volontairement enlevées pour les clouer au sol. Ils sont désormais interdits de décoller, les Allemands l'ont exigé lors des négociations de l'armistice. Où qu'ils soient à ce moment-là, les autres copains de l'école de pilotage sont exactement dans le même état d'esprit. Plusieurs d'entre eux essaient aussi de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Louis de la Bruyère et Pierre de Voissou sont officiellement démobilisés à la fin août 1940. Et c'est dur pour eux. D'abord parce qu'ils n'acceptent toujours pas la capitulation de la France, et puis il y a leur formation de pilote qui s'arrête net. Ils rêvent de combattre dans les airs, mais ils sont contraints de rentrer chez leurs parents, à Paris. Alors là, pas de boulot. J'ai cherché, puis alors, j'ai vu un gars, mais bon, c'est un truc qui marcherait pas, j'ai laissé tomber. J'ai trouvé une place à la mairie du 12e arrondissement, le service de distribution des cartes d'alimentation, le rationnement, tout le bazar. Mais ce petit boulot, ce n'est pas une fin en soi. Louis de la Bruyère et son ami Pierre de Voissou ont un nouveau plan. Un soir d'octobre, ils se réunissent dans un appartement parisien et ils ne sont pas seuls. Ils ont été rejoints par leur ancien chef instructeur de l'école de pilotage, Jean Magloire d'Orange. C'est cet homme extrêmement charismatique, cette figure d'autorité dont je vous ai déjà parlé. Il est venu exprès de Saint-Brieuc pour mettre au point une stratégie avec ses copains. Parce qu'ils n'en démordent pas, ils veulent partir pour continuer le combat de l'autre côté de la Manche avec les forces françaises libres. Pierre de Voissou, c'est un battant. Toujours aussi déterminé, il cherche des contacts à Paris pour les aider. Mais ce n'est pas simple à cette époque. Il fait enfin la rencontre d'Hélène Mauger. Cette femme fait partie d'un réseau naissant de résistance. Un mot qui n'existe pas encore en octobre 40. La résistance, elle n'est pas organisée et elle est pratiquement le fait d'individus qui n'acceptent pas la défaite. Annette Viviorca est historienne et l'une des grandes spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a préfacé L'aventure du Buhara, le livre d'Isabelle Neuschwander. Alors que l'ensemble du pays a accepté et la défaite et le gouvernement de l'État français installé à Vichy. Donc, ce qui rend difficile l'appréhension de cette première résistance, c'est qu'en fait, ce sont des petits groupes qui se constituent et qui, sans chef, sans directive, décident notamment de rejoindre Londres, puisque certains ont entendu l'appel du général de Gaulle. Et par exemple, on cite toujours
puisqu'on est breton ici, le départ des marins de l'île de Sein qui partent tous rejoindre Londres. Donc c'est très représentatif. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de mouvement, et il faudra attendre un peu pour que la résistance se structure. Donc ce sont des actes individuels. Et alors dans l'historiographie de la résistance, on se pose souvent des questions. Est-ce que la résistance est patriotique, antifasciste ? Là, c'est très net. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est vraiment le fait de ne pas admettre l'armistice, la fin des combats, de ne pas admettre l'occupation et le désir de faire quelque chose. Nos 3 aviateurs, Louis de la Bruyère, Jean Magloire d'Orange et Pierre de Voissou, sont donc décidés à partir de l'autre côté de la Manche. Reste à savoir d'où et comment. D'abord, on a décidé qu'il n'était pas pour nous question de passer par les Pyrénées. Nous, on partirait par mer. Et le coin qu'on connaissait mieux, c'était la Bretagne, où on avait des contacts qui nous permettraient éventuellement de trouver un bateau pour faire la traversée. Le sergent-chef, Jean Magloire d'Orange, s'impose naturellement comme la tête pensante du plan. Et ses anciens élèves, soudés autour de lui, sont prêts à le suivre les yeux fermés. Pierre de Voissou, lui, devient rapidement la cheville ouvrière du projet de fuite et il ne ménage pas sa peine tout le mois de janvier 1941. Il le raconte dans son journal de bord quotidien. Mercredi 1er janvier 1941. J'ai décidé de quitter Paris pour aller en Bretagne, essayer de passer le Chenal. J'ai beaucoup d'espoir dans le Finistère. Samedi 4, je décide de partir lundi et de m'arrêter à Saint-Brieuc pour voir Magloire. Mardi 7, le matin, je vais chez Magloire à 10h. Je vois beaucoup d'anciens copains de l'école de pilotage et quelques jeunes filles que j'avais connues à Saint-Brieuc. Dimanche 12, Magloire et moi décidons que jeudi 16, lundi, cherchons une possibilité. Une issue se dessine enfin 4 jours plus tard grâce à Pierre Blangy. C'est un autre copain pilote de Saint-Brieuc avec un carnet d'adresses bien rempli et bien utile. Et pour cause. Il travaille pour son père qui est un armateur de Saint-Malo. Très vite, il réussit à trouver, non loin de là, un vieux bateau de pêche. Il est échoué au fond de la baie de la Fresnaye, entre Plévenon et Saint-Calguildo dans les Côtes-d'Armor. Ce bateau, c'est le Buara. Et il a beau être en piteux état, le propriétaire en demande un prix pour le moins conséquent. Alors le petit groupe se démène pour rassembler les fonds. Louis de la Bruyère et Pierre de Voissou vident leur compte en banque, mais ça ne suffit pas. La mère de Pierre décide de les aider et leur amène à Saint-Malo le plus gros de la somme pour l'achat du Buara. Les espoirs de nos résistants reposent désormais entièrement sur ce bateau de pêche de 10 mètres de long. Pour les connaisseurs, c'est un côtre, un voilier en bois avec un seul mât, et l'avantage, c'est qu'il est facilement maniable malgré ses 9 tonnes. Pour partir, il fallait encore qu'il y ait haute mer pour que la marée monte parce que ce bateau avait été échoué, et pleine lune pour qu'on y voit clair pour sortir de l'estuaire. Bon, on avait regardé, on avait, comment dirais-je, regardé les cartes des marées, de la lune, tout le bazar, et il était apparu il fallait aussi qu'il y ait une nuit assez longue. On avait donc vu qu'il faudrait qu'on parte le 12 février. Alors, au soir, il y avait grande marée, pleine lune. Espérons pleine lune, d'accord. Mais grande marée, pleine lune, espérons que le temps sera relativement dégagé. Le bateau est trouvé, la date choisie, mais les 10 aviateurs, qui ont depuis été rejoints par un camarade d'enfance de Pierre de Voissou, n'ont pas pensé à un élément important. Ils ne sont pas assez nombreux et expérimentés pour manœuvrer le Buara en cas de mer très agitée. Le pêcheur qui leur a vendu le bateau les prévient. Il faut donc recruter d'autres volontaires prêts à se lancer dans cette entreprise périlleuse. Pas très loin de là, à Dinard, où la propagande gaulliste a un écho important. Par l'entremise d'un garde maritime, un résistant, 4 jeunes hommes s'embarquent eux aussi dans cette allée sans retour. Il y a notamment, et ils vont être bien utiles, 2 militaires, eux aussi démobilisés. René Le Breton et Victor Quéré sont 2 marins très qualifiés de 24 ans. Il y a aussi le petit frère de Victor. Il s'appelle Maurice et n'a seulement que 16 ans. Il est le plus jeune de cette aventure. Ils sont donc 15 maintenant, bien déterminés à traverser la Manche avec le Buara. Et le temps presse, le départ est prévu dans une dizaine de jours.
En fait, ils se connaissent à peine et effectivement, c'est un des grands enjeux de réussite du départ, de faire travailler ensemble, sous la houlette de Jean Magloire d'Orange, des gens qui finalement ne se connaissent pas ou se connaissent peu. Donc Jean Magloire d'Orange va organiser le travail de façon vraiment très militaire, hein. 2 d'entre eux commencent par voler 300 litres de carburant dans un dépôt de la Wehrmacht à Saint-Malo. D'autres s'intéressent de près au plan qui recense les défenses allemandes installées sur la côte nord de la Bretagne. Une semaine avant le départ, les jeunes résistants quittent Saint-Malo pour s'installer chez l'ancien propriétaire du Buharat à Saint-Caux-le-Guildo. L'idée, c'est d'être au plus près du bateau pour préparer le départ. Louis de la Bruyère profite du voyage en car pour ramener des armes et des munitions. J'étais parti de Saint-Malo avec 2 revolvers d'ordonnance, c'était des 8 ou des 9 mm, des engins absolument énormes. Comme j'étais censé être du pays, prendre un car qui allait de Saint-Malo à Saint-Caux, il ne pouvait y avoir théoriquement que des autochtones qui se promenaient. Il y avait quand même les contrôles allemands, alors donc j'avais le minimum de bagages et les 2 pistolets, je les avais collés à la ceinture. Et les 2 canons qui commençaient à me presser les parties. Et comme c'était pas des autocars particulièrement suspendus, j'aime autant dire que j'ai particulièrement souffert, en particulier à un moment où un Allemand en uniforme, un soldat, je sais plus de la Wehrmacht, est venu s'asseoir à côté de moi dans le car, et le pistolet qui descendait de plus en plus, tu rigoles, mais ça fait mal quand ça dure 20 km, tu peux pas faire un geste pour remonter le truc, Ce qui frappe chez ces jeunes hommes, et Louis en particulier, évidemment, que je connais mieux, c'est leur détermination. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont décidés à partir, et quelque part, rien ne pourra les arrêter. Donc c'est quoi qu'il se passe, ils veulent aller au bout. Donc c'est ce qui me frappe dans cette anecdote. En dehors du fait que le moment est très dangereux, parce que si l'arme que porte Louis est découverte, c'est l'exécution. Donc quelque part à ce moment-là, il sait déjà que sa vie est peut-être mise en danger. Donc en fait, ce n'est pas le risque de mourir qui prime, c'est le choix de vivre. Louis de la Bruyère s'occupe de l'équipement du bateau avec le vieux copain de Pierre de Voissou. Ils sont notamment chargés du ravitaillement et d'apporter les voiles et les cordages. Ils font donc quotidiennement des allers-retours jusqu'au bateau en se faisant les plus discrets possibles. Le pêcheur, lui, on logeait chez lui, on était censé être des gars en vacances et tous les matins on se tapait 4 ou 5 km à pied, la traversée de la baie de la Fresnaye, parce que pour aller au bateau, il n'était pas question de passer tous les jours, le matin et le soir, par la route pour croiser les patrouilles allemandes. Alors on était censé partir, aller, ramasser des coquillages. 2 fois par jour, on traversait des bras de mer avec de l'eau jusqu'à la taille. On se séchait au grand vent. Remarque, on n'a jamais attrapé de bronchite ni de rhume. Pendant ce temps, Victor et Maurice Quéré, les 2 frères de Dinard qui viennent de se joindre à l'aventure, restent jour et nuit sur le Buharat pour le remettre au plus vite en état. Le 11 février 1941, le bateau est enfin prêt à partir. Le lendemain, le jour tant attendu est arrivé pour les 15 jeunes qui rêvent de rejoindre la France libre du général de Gaulle. Pierre de Voissou arrive de Paris le matin même, une valise à la main. C'est Hélène Mauger, la résistante parisienne qu'il a rencontrée quelques mois plus tôt, qui lui a donné. Elle renferme des documents sensibles à transmettre au service de renseignement britannique. Cette valise, on ne l'a pas ouverte. De Voissou nous a dit que, par l'intermédiaire de cette femme et de ses Anglais, qu'à partir du moment où on serait à peu près à la moitié de la Manche, on aurait une protection aérienne, c'est-à-dire, d'après ce que je sais, les Anglais étaient prévenus de notre arrivée. En milieu de matinée, les jeunes résistants quittent la maison du pêcheur et rejoignent, petit à petit, la baie de la Fresnaye qui se trouve à 5 km environ de Saint-Caux-le-Guildo. Une fois arrivés, ils peuvent voir, de l'autre côté de la baie, ce qui sera le point de départ de leur aventure. Pornieux, sur la commune de Plévenon. Mais avant ça, ils patientent des heures et des heures, cachés comme ils le peuvent, dans les quelques taillis de cette côte escarpée. Imaginez cette attente qui n'en finit pas dans le froid de février. L'angoisse aussi de se faire repérer. Pour tuer le temps, Louis de la Bruyère et 2 de ses copains gravent leurs initiales sur des arbres.
La nuit tombée, ils attendent encore 2 heures dans le noir. À 20h20, le Buara arrive enfin à quai dans le minuscule port de Pornieux. Il faut faire vite. À 20h30, tout le monde est à bord. Le Buara est prêt à partir. Les jeunes aventuriers ont prévu 34 heures de navigation pour atteindre Plymouth, en Angleterre. Il faut être le plus discret possible. Pour étouffer le bruit du moteur, ils ont posé un tuyau en caoutchouc au bout du pot d'échappement. Une demi-heure plus tard, l'équipage sort de la baie de la Fresnaye, mais au moment de la hisser, le cordage de la grand voile, la drisse comme on l'appelle, se rompt subitement. C'était l'Odyssée du Buara, épisode 1, Refuser l'armistice. L'épisode 2 est d'ores et déjà disponible sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!